Bonjour les amis, eh ben écoutez voilà il fait beau, donc c'est le moment de faire des vidéos, de reprendre un petit peu le cycle des vidéos, et aujourd'hui de quoi on va parler? Eh ben écoutez on va parler du Polymoog aujourd'hui, le Polymoog, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en dire du Polymoog? Ben, on va pas en dire que du bien, mais on va pas en dire du mal non plus. C'est un instrument qui est né qui a été commercialisé en 1975 jusqu'en 1980, un instrument qui coûtait près de 6 000 $ à l'époque, 6 000 $ à l'époque, ce serait l'équivalent, grosso modo, de 30 000 € aujourd'hui. Bon, ça ne les vaut pas, hein, je vous le dis. Mais d'un autre côté, c'est un instrument qui a marqué quand même un nouveau chemin pour les musiciens, c'est d'apporter de la polyphonie, de pouvoir jouer des accords avec des sons synthétiques, ce qui était un petit peu difficile à faire avant 75, bien évidemment. Le concepteur du Polymoog, c'est Dave Luce. Alors Dave Luce, c'était un docteur en électronique, comme l'était Robert Moog, hein, ils avaient tous les deux le même diplôme. Je crois que Dave Luce vient du MIT, donc du Massachusetts de l'université technique américaine du Massachusetts, donc celle qui est encore aujourd'hui la plus reconnue. Et il a donc conçu ce clavier, un petit peu comme une basse d'orgue. Alors, tout de suite, je vais lever le doute. Le Polymoog est-il un synthétiseur polyphonique ou paraphonique? Ben, c'est un paraphonique. Il est paraphonique parce qu'il n'a qu'une enveloppe globale, un filtre global, qu'on appellera aussi les résonateurs, et un VCA global également. Donc finalement, au bout du compte, il n'y a que la partie génération de notes qui est faite sur la base de diviseurs et qui est envoyée dans le même chemin. La différence entre la polyphonie et la paraphonie, c'est le chemin qu'on prend. Voilà. Sur la paraphonie, c'est un chemin unique vers la sortie qui comprend le filtre, qui comprend l'enveloppe, qui comprend le VCA et qui comprend éventuellement d'autres paramètres. Le polyphonique, lui, c'est un petit peu différent. Il y a également les générateurs de son, qui sont généralement des VCO, hein, ou des DCO, ou des générations d'ondes, comme on le fait maintenant avec pas des ASIC, mais des petits processeurs. Et on a autant de filtres qu'on a de notes simultanées, donc polyphoniques, qui peuvent être jouées, donc 8 enveloppes, 8 VCA, 8 filtres, etc. Voilà. Donc tout se multiplie pour l'un, pour la polyphonie et pour la paraphonie, et ben c'est un chemin de sortie unique vers les réglages. Alors, Dave Luce, quand il a fait le polycobol, on n'avait pas déjà les catalogues de composants qu'on a maintenant. Ce qui peut expliquer certains de ses choix, et aussi de conception, parce que à cette époque-là, c'est vrai qu'on avait très peu de composants finalement. On était en 75, on avait passé un peu la césure avec le tube. Hein, voilà, le tube, c'est avant 70. Et 75, ça commence à être les amplis up, ça commence à être un petit peu tout ça. On commence à avoir, de ce côté-là, un catalogue qui commence à s'épanouir un peu, mais qui est loin d'être complet. En plus de ça, des composants pour construire des synthétiseurs, il n'y en avait pas. Voilà. D'ailleurs, ce qui explique que dans le Polymoog, certains de ces composants-là sont des constructions spéciales qui avaient été faites pour Moog, de façon à justement avoir le composant idéal sans multiplier à l'infini les composants plus classiques, et donc de réduire en faisant des circuits intégrés là-dessus. On a beaucoup d'oiseaux ce soir, hein, je vous cache pas, mais c'est bien, c'est qu'il y a de la vie. Donc vous étonnez pas, c'est pareil, des fois il peut passer des hélicoptères parce que la base est juste à côté là, et quand il passe, ça s'entend bien. Alors donc Dave Luce a des choix à faire, et donc il construit cette grosse bécane. Qui répond parfaitement à ce que les musiciens d'époque veulent. Ils veulent jouer des accords en faisant de la musique synthétique, de la musique au synthétiseur. Et donc Dave Luce a bien compris le message. Faire de la polyphonie, ce serait trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le Polymoog,
assez compact par rapport à ce qu'ont les orgues qui se faisaient à l'époque. Hein. C'est une base d'orgue, le Polymoog. Et le 280 l'est encore plus. Hein. Là, on parle du modèle 203A, donc qui était le modèle dit synthétiseur. Et l'autre, c'était finalement un jeu de presets qui était dessus. Voilà. Et qui ne permettait pas de modification majeure du son. Seul le 203A avait cet aspect synthétiseur à la condition, comme je l'ai dit, que l'accord qui était joué, il y avait qu'une génération d'enveloppes. Voilà, c'était comme ça. Et un ensemble de presets qui étaient dessus, qui permettaient d'avoir des sons tout faits. Alors bon, ils ont le mérite d'exister, on va dire. Il y en a quelques-uns qui sont restés très célèbres, avec par exemple le groupe Visage, avec Fade Grey, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, qui utilise Human Voice, avec ce petit trémulant qui est très particulier, et très typé d'ailleurs sur le Polymoog. Voilà. Donc le Polymoog... punaise. Le Polymoog, c'est d'abord un synthétiseur qui répond à ce que les musiciens voulaient. Chick Corea, il y en a combien? Tous, Klaus Schulze, peut-être dans les Pink Floyd, peut-être pas, je ne sais pas s'ils en ont eu un, mais c'est bien probable. Enfin, tous les grands musiciens se ruent là-dessus, même à 6 000 $, c'est une affaire pour eux, parce que ça va enrichir considérablement leur jeu musical, et en effet, ça le fait. En effet, ça le fait, et donc c'est là qu'on se rend compte que cet objet faisait vraiment, que ce synthétiseur faisait vraiment défaut avant. Voilà, lui, Robert Moog, il n'était pas pour la polyphonie, lui, oh là là, non, tout ça, ça le dépassait, lui, il disait, non, monophonique, lui, il était resté coincé sur le mini-Moog, et de toute façon, ces sociétés buvaient le bouillon les unes derrière les autres. On a eu Norlin, on a eu Moog Music, on a eu l'origine, c'est Moog, R.A. Moog, hein, Robert Arthur Moog, donc qui est créé et qui fait des thérémides et des modules et qui va s'enrichir. D'ailleurs, on fera un petit module là-dessus parce que je pense une petite vidéo, pardon, parce que justement, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans le monde de la musique et que ce monsieur, dès 19 ans, commence à faire des thérémines dans son garage. Moi, je trouve ça assez intéressant et c'est pas quelque chose que tout le monde sait. Voilà. Et Moog terminera un petit peu, je dirais, son dernier instrument, ce sera le Moog Voyager, où il reviendra dessus, et en collaboration, j'imagine, et également en collaboration avec d'autres fabricants, où il vendra un petit peu l'étiquette Robert Moog. Voilà. Ce sera jamais de très mauvais instruments d'ailleurs. Hein. Voilà, même si Moog a fait quand même de sacrées saloperies. Oui, il faut le dire. Hein. Excusez-moi, mais quelque part, c'est quand même une success story très intéressante. Voilà, donc on a ce Polymoog. Alors le Polymoog aujourd'hui, c'est quoi un Polymoog aujourd'hui? C'est un ensemble de pannes. Ça n'a jamais été un instrument qui a été d'une grande fiabilité, sauf s'il est posé neuf dans son studio, sur ses pieds inclus. C'est un synthé, dès que vous commencez à le bouger, vous créez des pannes. S'il prend un gros choc, ça peut être très emmerdant. Tous les utilisateurs des années 90, etc., qui voulaient le conserver parce que ils avaient un attachement dessus, savent très bien ouvrir le capot d'un Polymoog et savoir où appuyer pour relancer un petit peu la machine. L'intérieur, c'est tous les synthés d'époque ont ce problème-là. Tout ce qui est bâti sur la base de connecteurs, ça s'oxyde. Ça devient des contacts foireux, ça ne marche plus, il y a des faiblesses, et voilà. Et c'est pas le seul, mais en même temps, à l'époque, les connecteurs, c'était pas terrible. Hein. Il a fallu attendre les années 90 pour commencer à avoir des connecteurs à peu près dignes de ce nom. Tous les synthés qui sont sur ces bases-là sont vraiment handicapés et vous coûteront cher.
parce que quelque part, un connecteur, ça ne se nettoie pas. Finalement, quand un connecteur commence à être usé, vous allez le restaurer une fois, deux fois, et ça va être bien. Mais ce sera... comment dire, ce sera un petit remède. 6 mois après, ça recommencera et après, vous en aurez marre et vous vendrez l'appareil tel que, peut-être en perdant un petit peu d'argent, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en profite pour le dire, mais quand je vois des Polymoog qui s'échangent à 6 000 €, non, faut pas déconner, quoi. Ça les vaut pas. Même si on aime un petit peu le son que ça produit, et ça, je suis d'accord. Et qu'il n'y en a pas eu beaucoup de produits, je crois que c'est moins de 3000. Bon, c'est cher pour ce que c'est, hein, voilà. Comme tous ces instruments, d'ailleurs, d'époque, il faut savoir leur mettre de très bons effets derrière. Si vous utilisez un Polymoog sur un ampli direct, vous allez être très déçu, parce que le son est vraiment pas très beau, quoi. Hein. Par contre, si vous avez une très bonne reverb, un peu de délai, ou je sais pas, des phasers, des flangers, enfin ce que vous voulez, ou même des égaliseurs, vous allez quand même magnifier beaucoup les choses, et ça, c'est des synthés qui sont gourmands de ce genre de choses. D'ailleurs, pour faire un parallèle, si on regarde qu'un an après, en 76, naît le CS80, le CS80 n'est pas du tout construit comme ça. Déjà, c'est un vrai polyphonique 8 voix, hein, avec des cartes à l'intérieur. Il n'y a pas un seul connecteur, hein, dans un CS80, vous n'avez pas de connecteur. Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous avez un instrument extrêmement fiable à la base. C'est que Yamaha a compris que se tirer une balle dans le pied, c'était de mettre des connecteurs. C'est la différence un petit peu du travail des Japonais. Je pense que Daedalus et Yamaha ont dû mettre leurs instruments en étude à peu près à la même époque, à quelques mois près. Parce qu'il faut du temps pour faire des instruments de musique, surtout un Polymoog. Un Polymoog, il fallait faire la coque, il fallait faire la carrosserie, il fallait faire le design, il fallait faire... C'est extrêmement long. À cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de chat GPT pour dire comment il faut faire. Voyez-vous? Voilà. Donc là, on va se retrouver un petit peu avec deux instruments complètement différents. Vous allez avoir un paraphonique synthétique qui a été le premier, donc qui a rencontré tous les succès. Et vous avez le CS80 qui va venir avec de la vraie polyphonie, avec autant de filtres, avec autant d'enveloppes, avec autant de VCA, avec autant de ring modulateurs, j'en passe et des meilleurs, et qui va venir finalement supplanter le Polymoog au niveau sonore. Même si le mal est fait, parce que le mal est fait quelque part, en étant le premier, mécaniquement, le Polymoog a capté beaucoup plus d'artistes que le CS80, qui était extrêmement cher, déjà pour commencer, extrêmement lourd, dur à bouger. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc la comparaison d'ailleurs entre le Polymoog et le CS80 est juste au niveau de la date, mais certes, mais ils ont peu de points communs. Voilà. Ils ont peu de points communs. Eh bien, voilà un petit peu ce que je voulais dire à propos du Polymoog. Je pense vous avoir un petit peu vulgarisé un petit peu la chose. Encore une fois, c'est des vidéos courtes que je tiens à faire. Je tiens pas trop à aller, déjà là, je vais être dans les 15 minutes, c'est déjà beaucoup, parce que notre temps à vous et à moi est précieux, et que regarder des vidéos de 30 minutes, ça n'a pas beaucoup de sens, enfin en tout cas pour moi. Voilà. Donc je vais vous laisser. Vous pouvez bien sûr me poser des questions sur le Polymoog ou quoi que ce soit. Je pourrais peut-être aussi vous coller quelques photos dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter les vidéos, de les liker également, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé ou pas aimé d'ailleurs, hein, après tout, c'est clair et c'est net. Et si vous avez besoin de précision, encore une fois, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en aviez, voilà. Donc voilà, 14 minutes, c'est un peu long déjà, j'avais dit 10-12 minutes, ben écoutez, voilà, j'ai bien débordé, mais je pense que ça valait le coup. On se reverra pour Moog, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec Robert Arthur Moog. Allez, ciao, ce coup-là je vous laisse, à très bientôt, bye.